Ok, alors c'est parti. Bonjour à tous, bonjour le blind. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous faire donc un retour d'expérience sur le développement d'une application transactionnelle sur Google Assistant, donc la première application en France qui a permis d'effectuer des paiements sur Google Assistant. Et donc, vous l'aurez compris, je remplace Léa Verrou et il n'y aura pas du tout de CSS dans cette présentation. Donc il est temps de fuir si vous étiez venu pour ça, vous êtes prévenus. Donc, petit slide classique d'introduction. Je m'appelle Marie Terrier, j'ai 29 ans et je suis CTO d'une start-up qui s'appelle Yelda et qui développe une plateforme de management d'assistants virtuels à destination des entreprises. Pour l'anecdote, si parmi vous il y a des développeurs qui suivent le blog, mon CEO c'est l'auteur de la petite BD Les Commit Strips. Mais bon, je ne suis pas venue ici pour vous parler de moi, mais pour vous parler donc, des applications sur Google Assistant. Donc pour démarrer, on va faire une petite intro rapide suivie d'une démo, histoire qu'on sache vraiment de quoi on parle. Ensuite, je vais vous présenter les choix technologiques qui ont été pris pour cette application et leurs raisons. On fera un focus sur la transaction, parce que c'est quand même un petit peu le sujet de cette conférence. Et on conclura par les challenges que nous avons rencontrés. Car comme c'était la première application en France, on a commencé à travailler en mode bêta en direct avec Google, et évidemment, on a essuyé pas mal de pots cassés. Donc, une petite définition, je pense que la plupart d'entre vous ici, vous êtes familiers avec ce qu'est un chatbot. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ne savent pas ce que c'est? Non, on a l'air bon, ok. Cela dit, j'aime bien cette courte phrase qui résume assez bien le fait que c'est donc un programme qui a été designé pour simuler une conversation avec des vrais humains, en particulier sur Internet. Et ici, dans notre cas, ce sera donc par texte, mais aussi, très important, à la voix, via Google Home. Donc maintenant, on va avoir aussi le petit traditionnel slide avec des gifs, juste pour clarifier 2-3 points. Alors, en général, quand je dis que je travaille sur des assistants virtuels / des chatbots, tout le monde pense qu'on va sortir l'artillerie lourde, du machine learning, de l'intelligence artificielle. Honnêtement, non. L'essentiel du travail est fait par les outils de NLP, le Natural Language Processing. Donc ici, ce sera Dialogflow, qui est un programme qui en fait permet de qualifier les messages utilisateurs en leur affectant un label qu'on appelle intent. Mais j'y reviendrai. Un autre point, les clients ont tendance à penser qu'on va arriver à développer un projet sur lequel les utilisateurs finaux ne se rendront pas compte qu'ils sont en train de discuter avec un bot. Alors, au-delà du fait que c'est une mauvaise pratique de faire croire à des humains qu'ils interagissent avec un autre humain alors que c'est un programme, c'est tout simplement pas vraiment possible à l'heure actuelle. Ensuite, bon, pour l'anecdote, ma mère, elle est juste en train de penser que je suis en train de produire une IA qui va détruire le monde comme Terminator. Et la vérité, c'est surtout que, donc, comme je le disais, on passe beaucoup de temps à programmer la NLP et à faire plein de petits cas, if, else, et surtout à tester, à tester des nouvelles formules et à voir comment ça se passe. Donc maintenant vient le petit instant démo. Donc on va croiser les doigts, parce que comme toute démo qui se respecte, assez souvent, il y a des petits soucis. Voilà. Donc, je vais le redéplacer au milieu de l'écran. Oh là là. Voilà. Donc là, on va voir l'écran de mon téléphone. J'espère que je ne vais pas recevoir d'autres notifications. Je n'ai pas pu toutes les bloquer parce que sinon, je ne peux pas connecter mon téléphone. Donc là, on va lancer Google Assistant. Parler avec la FNAC. Parler. Bon, c'est pas grave. En fait, ça m'est arrivé des fois quand je suis en connexion avec l'ordinateur, ça marche pas. Mais comme j'ai fait mes tests tout à l'heure, je vais vous faire une fausse démo, du coup, désolé. Donc c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc pour démarrer, j'ai commencé à dire parler avec la FNAC. Parler avec la FNAC, c'est ce qu'on appelle une phrase d'invocation. C'est ce qui va permettre à Google Assistant de détecter que vous lancez votre application. Par contre, si je dis à l'heure actuelle, je recherche un DVD sur le site web de la FNAC,
ça ne va pas lancer notre application Fnac. Ça serait possible, ça s'appelle du deep linking, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Donc, du moment où je rentre dans le contexte de mon application, je ne suis vraiment plus dans Google Assistant. C'est-à-dire que si vous posez une question classique à Google Assistant du type « lance-moi un minuteur pour mes pâtes », mon application, elle ne va pas comprendre, elle va répondre « je ne sais pas » ou « je n'ai pas compris ». Donc typiquement, j'arrive, j'ai un petit message d'accueil, et là, je peux faire ma demande. Donc en l'occurrence, j'ai demandé « je veux les meilleures ventes de livres ». Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Grâce au paramétrage de notre NLP, on va comprendre que l'utilisateur veut naviguer dans le catalogue de la Fnac et on va être capable de détecter le concept de meilleure vente, qui est un filtre, et de livre, qui est une catégorie de produits. Donc à partir de là, je peux proposer la sélection des meilleures ventes dans un carrousel. Donc là, si vous avez fait la démo pour de vrai, on aurait même eu un petit peu de son, et on aurait réalisé que, par exemple, à la voix, on a choisi de lire le nom du premier élément du carrousel, mais pas des 10. Parce que sinon, c'est long, c'est pénible. Donc ça, j'y reviendrai, mais en fait, on utilise des flows différents, déjà entre un appareil disposant d'un écran et un Google Home qui n'a pas d'écran, et même sur un appareil avec écran, on va changer les messages qui sont lus par rapport aux messages qui sont écrits. Donc à partir de là, je peux sélectionner un produit et mon assistant va me proposer de le retirer en magasin. Donc moi, le but ici, c'était d'acheter un produit, donc je dis oui, commander. Et là, il me propose d'aller le retirer à Bercy Village, parce que c'est là où j'ai effectué mon dernier achat. Alors cette information, elle vient de la base de données. Ce que je veux mettre en avant ici, c'est qu'il y a certaines données qui sont vraiment relatives à l'utilisateur, qu'on va réutiliser d'une conversation à l'autre, qu'on va stocker en base, comme ce magasin. Par contre, il y a ce qu'on appelle le contexte de la conversation, qui est spécifiquement relatif à la conversation, comme le produit que j'ai sélectionné. Donc là, quand j'ai testé hier soir, j'ai parlé en même temps, donc du coup, il y a un petit message qui ne sert à rien, et là, mon bot m'explique qu'il ne connaît pas le magasin donné en avait conservé. Donc il me demande de reformuler, je lui repropose un nouveau magasin, on sélectionne ce magasin. Et à partir de là, j'ai le récapitulatif de ma commande. Donc ici, je vois quel produit je vais acheter, à quel prix, où c'est que je le retire, quelles sont les petites données, et je vais procéder au paiement. Donc là, ce qu'on ne voit pas, c'est que normalement, il y a deux petits boutons qui sont « Passer commande » ou « Modifier ma commande ». Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est qu'on rentre dans un flot de transactions qui est géré par Google Assistant et plus par moi. C'est-à-dire que là, vous pouvez dire n'importe quoi au bot à partir du moment où vous êtes dans ce template de transaction. Moi, je ne recevrai jamais votre message et ce sera Google Assistant et son template qui vont s'assurer que vous confirmez ou infirmez votre commande. Donc moi, en l'occurrence, j'ai dit n'importe quoi et le message automatique a été « je n'ai pas compris » et j'ai été reprompté avec le même récapitulatif de commande. Là, j'ai demandé à passer commande, et en fait, je n'ai pas commandé parce que, pour la petite anecdote, j'ai dû passer 500 commandes, et j'oublie à peu près d'en annuler 1%, ce qui fait que j'ai environ 20 livres Fnac qui m'attendent dans 20 Fnac de France différentes. Donc, tant qu'à faire, j'évite. Voilà, donc c'était notre démo à moitié réussie. Je vais considérer que c'est pas mal. Alors, je vais revenir sur les slides. Voilà, donc j'avais même prévu une petite vidéo et tout. Donc, on va passer à la suite. La stack technique, donc histoire de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, dans un premier temps, on a un utilisateur qui envoie un message à Google Assistant. Donc, cette étape, elle est un peu compliquée, mais importante. Parce que c'est Google Assistant qui, dans un premier temps, déjà, va déterminer si on est dans le contexte de l'application ou pas. Donc, comme je vous disais, si je dis à mon Google Assistant « je veux les meilleures ventes de livres », il ne va pas savoir quoi répondre. Par contre, si je suis dans mon application, on va pouvoir répondre correctement. Ensuite, si je suis dans le cadre de mon application, comme je vous expliquais pour la transaction, il y a un certain nombre de messages qui vont être filtrés directement par Google Assistant et que je ne recevrai jamais. Donc, il y a les cas, par exemple, des confirmations, mais il y a aussi le cas
où un utilisateur, par exemple, souhaite annuler, il dit « annuler ». Si moi, je ne paramètre pas quelque chose de spécial, Google Assistant, tout seul, va quitter l'application sans message, sans rien. Ça va faire « titou » et mon application s'est fermée, l'utilisateur n'a rien compris. Mais bon, dans la majorité des cas, Google Assistant donc, va recevoir ce message, et moi, de mon côté, j'ai paramétré le fait que tous mes messages allaient arriver directement sur un endpoint, c'est-à-dire un web service, où j'allais les traiter moi-même. Si jamais vous souhaitez faire un chatbot très très simple, qui répond des réponses simples à des questions simples, on n'a pas besoin de tout ça, on peut s'arrêter ici, vous pouvez directement tout paramétrer dans ce projet Dialogflow, et il n'y aura que des allers-retours entre votre Google Assistant et votre projet Dialogflow. En l'occurrence, pour ma part, étant donné qu'on doit procéder à des transactions, qu'on doit naviguer dans des catalogues, je suis évidemment obligée d'utiliser du code. Donc là, c'est la stack technique côté back-end. Donc, on est parti sur Cloud Function sur Firebase. Donc, c'est la solution d'hébergement de Google en serverless. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que déjà, c'est très très bien intégré dans tout cet écosystème. Et aussi, tout simplement parce que notre client, c'est la Fnac. Et quand on leur a proposé un hébergement chez Amazon, qui était notre solution à nous, ils nous ont dit que, étant donné que c'était leurs principaux concurrents, ce serait un petit peu mal vu. Côté langage, donc, vu que je passe dans un grand amphithéâtre, vous n'aurez pas de détails de code, sauf si vous posez des questions à la fin. Mais on est parti sur du Node.js, qui est un langage qui est parfaitement adapté à la gestion des bots, et qui a aussi l'avantage d'être un peu le langage de prédilection de tous les exemples qui ont été développés par Google. Donc ça nous donne un certain nombre de librairies toutes prêtes. À partir de là, je peux donc analyser le message de l'utilisateur. Donc il y a un certain nombre de messages que je comprends déjà directement dans le code, soit parce que c'est des messages très spécifiques, soit parce que c'est lié à des actions de l'utilisateur très spécifiques. Par exemple, le fait d'avoir cliqué sur un élément du carrousel. Mais si je n'ai pas compris ce qu'a dit l'utilisateur, je vais envoyer mon message à un projet Dialogflow qui va l'analyser et qui va me renvoyer, comme je le disais tout à l'heure, ce petit label, l'intent, qui qualifie ce que souhaite faire l'utilisateur. Ensuite, si j'ai besoin, comme je vous disais tout à l'heure, d'obtenir une donnée spécifique à l'utilisateur, Firebase. Firebase, c'est une base de données NoSQL qui, magie, elle aussi est intégrée dans tout cet environnement de Firebase Cloud Function. Donc maintenant que j'ai à peu près toutes mes données, je sais qui est là, je sais ce qu'il veut, je peux faire appel à mes API de la Fnac pour obtenir ma data, que je processe. J'utilise ce qu'on appelle un template pour envoyer de la data, que je renvoie à Google Assistant et qu'il renvoie à l'utilisateur. Ça a l'air assez simple dit comme ça, mais je le répéterai plusieurs fois, il faut être très précis dans la génération des templates, tout simplement parce que si le template n'est pas bien rempli par la data, on va dire, s'il est mal formaté, l'application Google Assistant va juste crasher, sans message. Elle va se couper, l'utilisateur ne va juste pas comprendre ce qui se passe. Et si c'est pendant une transaction, c'est toujours un peu stressant. Donc maintenant, on va faire un petit peu de vocabulaire. Donc je vais repartir sur le concept d'intent, de phrase d'entraînement et d'entité. Donc l'intent, c'est un label qui permet de qualifier l'intention, intent, intention, de l'utilisateur. C'est ce qu'il veut vraiment. Une entité, c'est ce que vous voyez, c'est les petits éléments colorés dans le screenshot. Ça va être des éléments de la phrase qu'on veut extraire pour qualifier plus précisément ce que cherche spécifiquement l'utilisateur. Et les training phrases, en fait, c'est l'ensemble de phrases qui sont utilisées pour entraîner le modèle de machine learning de l'outil d'analyse du langage. Donc c'est un ensemble de phrases les plus différentes possibles qui ont toutes la même intention, qui sont donc toutes labellisées par cet intent. Donc voilà un gros exemple. Je voudrais les jouer les plus récents. Donc on voit que les plus récents, c'est tagué comme étant une entité de filtre, jouer catégorie, mais je peux aussi tout simplement rechercher un produit. Par exemple, est-ce qu'il y a des Nintendo Switch? Donc là, on en reparlera tout à l'heure. Taguer des noms de produits, spécifiquement en plus, par exemple, des noms de livres ou de films, ça a été très très difficile. Un petit point aussi, la dernière ligne de ce tableau, on voit des arrobases. Ça permet en fait de créer aussi des templates génériques sans utiliser de la vraie data. Ça m'évite de rentrer 36 000 fois les mêmes phrases.
Alors, encore un poil de vocabulaire, désolé, mais c'est important. Donc, on a le contexte. J'en parlais tout à l'heure. Le contexte, c'est vraiment des informations qui sont relatives à la conversation actuelle et qu'on a besoin de conserver avec nous tout du long de la conversation pour éviter des discussions vraiment ubuesques. Par exemple, quand vous parlez avec quelqu'un, si vous avez dit « je veux acheter le dernier Amélie Nothomb », vous n'allez pas répéter à chaque phrase « d'ailleurs, je me demande où, dans quel magasin est disponible le dernier livre d'Amélie Nothomb ». Oui, je veux bien passer commande du dernier livre d'Amélie Nothomb. Vous dites « oui, je veux passer commande ». Ben là, c'est pareil. Par contre, à la prochaine conversation, tout ça, c'est réinitialisé. Les actions. Donc ça, c'est un concept un petit peu délicat. Dans le contexte spécifique de Google Assistant, une action, c'est une action. Alors oui, désolé, je n'ai pas trouvé de meilleur qualificatif. C'est une action qui va être entreprise une fois qu'un intent spécifique a été détecté. Et ça va être un paramètre de votre application sur Google Assistant. Un agent, donc juste pour le vocabulaire, c'est votre projet sur Dialogflow. Donc c'est l'ensemble de paramètres qui correspond aux training phrases, aux entités, aux intents, etc. Donc voilà un petit screenshot de lui. Ouais, c'est un peu flou, mais ça va. Donc globalement, on voit que vous avez vos intents. Donc du coup, c'est ce côté-là. Vos intents, vos entités. On peut paramétrer ce qu'on appelle le fulfillment. Donc c'est là où vous paramétrez votre API. Donc c'est-à-dire le fait qu'au lieu de répondre avec des phrases statiques, on va aller taper votre web service. Les points intéressants, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses pour suivre l'entraînement, l'historique et les analytics des intents que vos utilisateurs vont exprimer. Et après, on a des petites choses qui sont built-in, qui sont assez récentes, qui vous permettent de démarrer un chatbot sans trop passer de temps à définir vos phrases d'entraînement. Donc là, les Actions on Google, on y revient. Action on Google, c'est encore une autre plateforme de Google qui est différente de Dialogflow, et c'est là où vous allez paramétrer votre application. Donc pour ceux qui ont peut-être développé des applications Facebook, c'est un peu la même chose. C'est là où vous allez vraiment paramétrer toutes les infos relatives à votre app. Donc ça va être les descriptions, les noms, du style, parce qu'on peut par exemple mettre un background de couleur derrière. C'est là où vous allez définir toutes les langues qui sont supportées et les phrases d'invocation, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est là où vous allez définir ces fameuses actions dont on parlait. C'est là où vous allez activer la transaction. Alors, petit warning, c'est bien caché, c'est facile à oublier. C'est là où vous allez pouvoir paramétrer ce qu'on appelle l'account linking. Donc, c'est un protocole d'authentification. Donc, pour que, par exemple, je puisse me loguer à mon compte Fnac. C'est là où vous allez définir sur quel type d'appareil votre application sera disponible. Donc l'appareil, les phrases qui permettent de checker quel type de surface vous allez supporter ne sont pas claires, et nous, on s'est retrouvés à mettre en ligne une application qui, en fait, ne passait pas sur Google Home alors qu'on pensait que oui. Donc attention. Et donc là, ça va être un gros warning, c'est du moment où vous soumettez votre application à Google pour qu'elle devienne publique, parce que quand vous développez, seuls les administrateurs peuvent tester votre application. Tout ce set de données est figé. C'est vraiment comme si vous envoyiez à Google un fichier texte avec des informations dedans. Et si jamais vous avez fait une typo dans le titre, si vous avez oublié une langue, si vous avez raté un paramètre, il faudra recommencer la soumission de zéro. Sachant que la soumission, nous, en ayant des ingénieurs de Google qui poussaient derrière, au minima, ça nous prenait, on va dire, 3-4 jours ouvrés jusqu'à 10 jours. Attention, il faut vraiment, vraiment revoir ces paramètres avant d'y aller. Donc ici, les actions. Donc là, ce que je veux mettre en avant, c'est que nous, on a fait un choix qui était de ne paramétrer que 2 actions. Donc il y a le default welcome intent, qui est le point d'entrée de l'application, qui est obligatoire. Donc là, on a défini que tout partait vers notre web service. Donc on n'est pas allé plus loin là-dedans. Et petit bonus, on a rajouté ce cancel intent, parce que comme je disais tout à l'heure, s'il n'est pas géré, l'application se crache, enfin ferme toute seule, elle fait un bruit bizarre et il n'y a plus personne. Donc si on rajoute ça dans les actions, on peut nous le gérer dans notre code. Alors comment setup ces actions? C'est marrant parce que dans l'interface Actions on Google, qui est quand même, il y a Actions dedans, ça a l'air d'être le cœur du truc. Et bien en fait, on peut juste consulter ça, qui n'apporte globalement aucune information. Et si on veut setup ces actions,
soit il faut le faire dans le projet Dialogflow, qui est lié au projet Action on Google, c'est pour ça que je vous disais que c'était un peu compliqué, soit on peut paramétrer un fichier JSON et l'uploader directement sur l'Action on Google avec de la ligne de commande. Honnêtement, nous, on est parti là-dessus. Ça m'a paru beaucoup plus simple. Un petit mot sur Firebase. Donc, c'est un back-end as a service. Donc, ici, moi, je voulais me concentrer vraiment sur le projet, sur le chatbot. Je n'avais pas envie de m'embêter avec l'hébergement, avec les logs, etc. Et là, c'est bien parce que tout est là. Moi, j'ai rien à faire. J'ai juste à uploader mon code. On a pris un plan qui s'appelle Blaze, qui n'est pas cher du tout, mais qui était obligatoire parce que le plan gratuit ne permet pas de faire des appels à une API extérieure. Il faut absolument au moins rentrer en gros sa carte bleue. Donc c'est parfaitement intégré dans l'écosystème de Dialogflow. Comme je disais, la Fnac préfère évidemment Google à Amazon qui est leur concurrent. Il y a des outils de ligne de commande pour mettre en ligne le code qui sont vraiment très simples à utiliser. Ça prend 3 secondes, c'est magique. Et on a tout autour, les analytics et les logs. Donc moi, je peux vraiment me concentrer sur mon flow et sur mon code. Alors, un petit mot sur ce que nous fournit Google. Donc là, ce sera la partie la plus développeur que vous aurez de cette présentation. Donc on a des packages. Donc pour ceux qui codent, en gros, pour ceux qui ne codent pas, pardon, les package managers, donc c'est des managements de dépendance, ça permet de télécharger, on va dire, des librairies toutes prêtes qui permettent de faire un certain nombre de choses. Donc là, on en a 2 vraiment importantes. Il y a Firebase Function qui permet, en gros, de déployer son code sur l'environnement Firebase et d'utiliser l'ADB. Et ensuite, on a Action on Google qui, lui, est vraiment important. C'est lui, en fait, qui va permettre de faire et d'utiliser toutes les méthodes, les fonctions, les templates, en utilisant directement des fonctions qui vont formater la réponse à Google Assistant pour vous. Parce que j'y reviendrai, mais alors, la doc de Google, elle est super, il y a plein de trucs, mais c'est vraiment très compliqué à utiliser. Il y a vraiment de l'info partout et c'est très très dur de tout agréger d'un coup. Alors, disons que là tout de suite, vous avez un client qui vous contacte et qui vous dit « Je veux développer une transaction sur Google Assistant. » Donc, de quoi avez-vous besoin? Tout d'abord, déjà, il faut les API dont vous avez besoin. Ça paraît évident comme ça, mais c'est quand même un grand classique. Nous, ça nous est arrivé qu'on nous demande de lister certaines informations qui n'étaient pas disponibles. Donc, ça a dû être redéveloppé. Ensuite, il faut vraiment que ces API elles soient efficaces. Parce que si vous n'envoyez pas de réponse à Google Assistant sous 5 secondes, l'API, elle crash. Enfin, l'application Google Assistant quitte votre application. Alors, 5 secondes, ça a l'air long comme ça, mais quand vous êtes en interaction avec un client qui a l'habitude d'utiliser des tunnels d'achat classiques avec, par exemple, des étapes de mise au panier qui s'enchaînent les unes après les autres, c'est très facile de devoir enchaîner, par exemple, 7 ou 8 appels à l'API de votre client pour simuler en fait, cette avancée dans un tunnel d'achat. Donc là, dès qu'un call prend un peu de temps, vous êtes bloqué. Donc ça a été pour nous un gros problème. Ensuite, donc pour procéder à la transaction, soit vous utilisez les moyens de paiement de Google, donc il y aura un slide un petit peu dédié, soit il faut pouvoir vous connecter, vous loguer à l'infrastructure du client. Donc pour ça, le seul moyen, c'est d'utiliser le protocole OAuth 2.0. Donc c'est un protocole d'authentification. Et là, pareil, nous, on a dû demander à notre client de le mettre en place. Aussi, un petit mot, si votre client demande à ce que vous lui donniez une IP précise pour accéder à son web service, il faut savoir que si vous utilisez le concept de serverless, qui donc en gros c'est le cloud, vous ne pouvez pas avoir d'IP fixe en sortie, tout simplement parce que votre code peut être exécuté sur n'importe quel serveur d'une grande liste de serveurs. Donc pour ça, la solution technique qui peut être utilisée, ça peut être de proxiter, c'est-à-dire en gros faire transiter la requête via un autre serveur qui, lui, a une IP fixe. Mais encore une fois, ça fait perdre quelques précieux millièmes de seconde. Bon, en bonus, on peut faire du seamless account linking, ça veut dire qu'on peut directement créer un nouveau account chez le client. Donc nous, on ne l'a pas fait. Et alors, ça, normalement, c'est obligatoire, mais nous, ce n'est pas cessant. C'est le fait que donc, quand l'utilisateur va se loguer, donc lui, le login, c'est la même que votre website mobile, sauf qu'en fait, il faut penser à retirer tout ce qui permet de naviguer dans le site.
Parce que quand vous voulez vous loguer, on ouvre une web view, c'est-à-dire la page de login dans votre téléphone Google Assistant, enfin dans votre application Google Assistant. Et le but, c'est pas d'aller naviguer après sur la Fnac dans Google Assistant. Si vous voulez naviguer sur la Fnac, vous allez sur votre navigateur. Voilà, donc maintenant, focus sur la transaction. Comment ça marche? Petit 1, on l'a vu, il faut obtenir les informations nécessaires à la transaction. Petit 2, on l'a vu, on construit un panier. Donc à partir de là, moi, je délègue une partie de la communication à Google Assistant qui se charge de valider. Et petit 3, obligatoire pour que votre application soit validée par Google, il faut renvoyer une confirmation ou alors expliquer pourquoi la transaction n'a pas eu lieu. Le login, donc OAuth 2.0, c'est un protocole de délégation de l'authentification. Donc en gros, ça veut dire qu'une fois que vous vous êtes logué chez le client, ensuite c'est Google qui va se charger tout seul de se faire passer pour vous. En gros, Google va obtenir un token qui va se charger tout seul de renouveler quand il expire, et vous n'aurez plus jamais besoin de vous reloguer auprès de votre client, si votre client l'a bien fait. Donc il y a pas mal de petits paramètres à setup, et donc encore une fois, il ne faut pas se tromper, parce que quand on soumet l'application, si jamais on doit les éditer, parce que par exemple, il faut étendre ce qu'on appelle le scope, c'est une liste de permissions, il faut resoumettre relap. Donc là aussi, on y est passé, donc c'était un peu embêtant. Pour tester, parce que là, en l'occurrence, notre client l'a implémenté pour la première fois, et qui dit première utilisation d'une implémentation, dit petit bug quand même, tout n'est pas magique. Donc il y a le playground de Google pour tester et pouvoir débugger directement avec votre client. Et ça, c'est un spécial trick, le petit gala démo. Ça n'existait pas dans la doc, c'est quelqu'un de Google qui nous l'a donné parce qu'on n'arrivait pas à débugger. C'est une appli qui vous permet de délier votre compte client de votre compte Google. Sinon, vous êtes lié ad vitam aeternam. Enfin, depuis, maintenant, on peut se délier dans l'application Google Assistant directement, mais quand nous, on a codé, ça n'existait pas. Donc le login, alors juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, au moment où j'ai besoin que l'utilisateur se logue, je lui demande s'il veut se connecter. Première fois que vous vous loguez, vous avez un gros pavé de Google Assistant qui vous explique qu'est-ce qui se passe au moment du paiement, etc. Ensuite, il vous faut choisir le compte Google que vous souhaitez utiliser. Et pour finir, vous avez votre UI de login. Donc ici, on voit que typiquement, quand on a démarré avec la Fnac, ils utilisaient vraiment leur UI de login de leur website. Et si je cliquais en haut sur Fnac, je pouvais me balader sur le site. Ça, normalement, c'est interdit. Et nous, c'est passé au tout début parce que, en gros, on avait besoin de sortir ça à une certaine deadline. Mais maintenant, normalement, c'est plus possible. Et depuis, ça a été corrigé. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les transactions? Donc, au niveau des paiements, comme je vous disais, soit vous utilisez votre propre système de paiement avec vos propres API du moment où vous êtes logué, soit vous pouvez utiliser les systèmes de paiement de Google. Donc, en gros, l'utilisateur a rentré sa carte bleue sur son compte Google, et à partir de là, Google va procéder au paiement via une des solutions qui sont listées ici, et qui ensuite communiquera avec vous pour réaliser la transaction. Soit, tout simplement, ça c'est pratique, on ne paye pas. Donc, c'est les solutions où, par exemple, les gens vont retirer par une place de spectacle et paieront directement au retrait. Donc, ça, c'est supporté. Donc, comme je le disais, les templates sont très, très sensibles. Il faut vraiment bien respecter la doc. Au moindre changement, ça crache et il n'y a pas de message d'erreur. Donc, typiquement, les centimes, par exemple, il faut 9 chiffres. Ce n'était pas un format qui était courant pour moi. Au début, nous, on n'en mettait que 2 et ça ne marchait pas et on ne comprenait pas et c'était ça. Aussi, il faut générer ce qu'on appelle des order ID. Donc, au moment où on prépare la commande, il faut déjà générer un order ID, même si votre client n'en fait pas au stade précommande, parce que cet order devra être réenvoyé à la confirmation et il est réutilisé ensuite pour faire du suivi de commande. Vous pouvez pusher des notifications à vos utilisateurs pour les informer, par exemple, de l'avancée de leur livraison. Pour tester vos transactions, donc vous pouvez le faire sur... déjà, il faut activer la transaction, comme je vous le disais plus tôt. Et ensuite, vous pouvez le tester seulement sur les Android à partir de la version M et sur iOS via l'application Google Assistant. Mais soyons honnêtes, ça bug. Sévère. Donc honnêtement, si vous voulez tester, c'est vraiment mieux d'utiliser Google Assistant.
Sinon, il y a ce qu'on appelle un Web Simulator. Donc, en gros, c'est disponible dans les Actions on Google. Il y a un petit tab qui vous permet de tester, où on peut tout paramétrer. On peut paramétrer la langue, on peut paramétrer le fait qu'on simule un Google Home ou un téléphone. On peut paramétrer la géolocalisation. On voit les requêtes, les réponses. On peut écouter la réponse. On peut rejouer la réponse et l'éditer pour tester différents types de prononciation. Donc, et on peut voir certains logs d'erreur. C'est vraiment bien. Ce qu'il faut savoir, que j'ai encadré en rouge, Change Version, ça permet, une fois que vous avez déployé des nouvelles actions, de retester la nouvelle version de vos actions on Google. Le petit écran avec un écran, donc c'est pas du tout évident ce picto, mais ça veut dire, notamment une fois que vous avez mis en ligne votre application une première fois, si vous voulez tester, par exemple sur votre téléphone, la version de test que vous voulez à nouveau déployer, il faut jouer avec ce petit bouton pour switch on, switch off, le fait que vous testez la version live ou votre version en cours de test. Et le petit dollar barré, donc ça c'est quelque chose qui est censé être obligatoire, mais que nous on n'a pas eu, qui est le mode sandbox de la transaction, qui est que si un paramètre sandbox est envoyé, vous êtes censé simuler la transaction sans la réaliser pour de vrai. Donc nous, comme je vous disais, ça n'était pas disponible, on a fait 100, mais normalement, ça ne passe plus. Donc les challenges qu'on a rencontrés. Donc déjà, le design lié au fait qu'on a vraiment plusieurs types d'appareils, avec écran, sans écran, parfois du texte, parfois de la voix, parfois les deux. Donc ça donne vraiment des flows et des messages différents selon les contextes. Et surtout quelque chose qui, quand on est un développeur web, on va dire un peu classique, on n'a pas l'habitude, c'est vraiment les concepts de linéaire dialogue et de non-linéaire dialogue. Donc c'est linéaire dialogue, ça va être aussi ce qu'on appelle le happy path. Ça va être le flow classique espéré que l'utilisateur va suivre pour atteindre un objectif. Et généralement, si vous êtes sur un site web et que vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez vraiment limiter, canaliser l'utilisateur dans un flow donné. À la voix, ce n'est pas possible. L'utilisateur, il peut vraiment dire ce qu'il veut à n'importe quel moment. Personne ne va l'empêcher. Voire même, quand le micro, des fois, se rallume un petit peu tout seul, vous êtes en train de parler d'autre chose, ça va capter cette phrase, ça va lancer quelque chose. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment, vraiment essayer de prévoir le plus de cas possible et décider en fonction de votre flow actuel si vous souhaitez pouvoir l'interrompre à n'importe quelle interaction, ignorer les messages de l'utilisateur ou répondre à l'utilisateur un message court et reprendre le flow. Donc ça va dépendre de ce que vous faites, sachant qu'évidemment, ignorer totalement l'utilisateur, ce n'est pas recommandé parce qu'il n'y a rien de pire que laisser un utilisateur dans une boucle. Donc, autre point qui est assez cool, c'est le SSML Markup. Donc, c'est un langage de balise pour les réponses qui sont lues à voix haute. Ça permet de faire plein de choses. Ça permet de ralentir, d'accélérer, de chuchoter, de marquer des pauses pour avoir quelque chose de plus naturel. On peut jouer avec la prononciation, on peut définir comment prononcer des abréviations, etc. Et aussi, ce sur quoi il faut être vigilant, c'est le fait que la voix va respecter certains types, on va dire, de formatage. Donc le premier, ça va se lire 3.14, le deuxième 3,14 €, alors que c'est comme ça qu'on aura tendance à l'écrire. Et pour avoir un classique 3,14 € à l'oreille, en français, il faut écrire 3,14 symbole euro. Donc c'est pas évident, mais c'est vrai qu'il faut toujours tester vos flows aussi à l'oreille, parce que parfois on peut écrire quelque chose qui va être prononcé de façon pas du tout naturelle. Alors, toujours bien veiller à utiliser des systèmes de confirmation utilisateur qui sont fournis par Google Assistant. Vous pouvez le faire tout seul si vous n'êtes pas dans des contextes type données personnelles, donc géolocalisation, login ou transaction. Mais il y a déjà des templates qui sont fournis par Google Assistant pour ça. Ça nous simplifie la vie. Et comme je disais tout à l'heure, jamais de dead end. Il faut toujours que l'utilisateur sache où il est et sache ce qu'il peut faire à l'instant T. Sinon, ça donne des situations où, en gros, l'utilisateur a une mauvaise expérience, tout simplement. Ah, le surface and off, oui. En fait, comme on l'aura compris, on ne peut pas, par exemple, typiquement se loguer sur Google Home, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'écran. Vous n'allez pas dicter votre mot de passe à votre Google Home.
Donc à ce moment-là, comme on peut détecter le fait qu'on n'a pas d'écran, on peut aussi détecter qu'il y a un autre appareil dans le coin, donc votre téléphone qui a un écran, et on peut pusher directement une notification sur votre téléphone qui permettra de reprendre la conversation exactement là où elle en était. Donc ça permet vraiment de démarrer une conversation naturelle sur un Google Home, et au moment de procéder à l'achat, on switch sur le téléphone. Les API, donc là c'est juste un petit retour de feedback perso sur les API Google Home, Google Assistant dans l'ensemble. Donc c'est vraiment une énorme documentation, donc ça c'est génial, il y a beaucoup d'infos. Mais alors par contre, en vrai, elle est vraiment trop grosse, trop foisonnante, il y a beaucoup trop de sources d'informations. Et c'est assez difficile de s'y retrouver, surtout qu'en plus, elle évolue beaucoup, très vite. Et d'une certaine façon, il ne faut pas considérer ce que vous avez lu comme de moi pour acquis, parce que ça change, vraiment, beaucoup. Donc ça, en tant que développeur, c'est assez pénible, mais là, on peut espérer que maintenant, ça va commencer à se stabiliser. Du coup, ce qu'on a utilisé, c'est vraiment les templates qui sont fournis via NPM pour pour envoyer des messages formatés. Donc c'est vraiment pratique parce qu'à faire tout seul, ce serait beaucoup de travail. Par contre, encore une fois, c'est très compliqué à débugger. Donc on est vraiment allé lire le source code de ces librairies. Donc comme je disais, attention, on ne le répétera pas assez, mais aux 5 secondes, parce que c'est vraiment beaucoup plus vite arrivé que ce que l'on croit dès que l'API elle est un peu lente pour une raison X ou Y. Ce qu'on peut tolérer sur un website, on ne va pas le tolérer sur Google Assistant. Alors juste pour information, il y a des petits health checks. Donc en gros, c'est des pings de Google sur votre app. Dès qu'elle est down, vous le savez tout de suite. Et si en 1 heure à peu près, elle n'est pas à nouveau disponible, les invocations sont coupées. C'est-à-dire que si quelqu'un dit « je veux parler à la Fnac », quand elle est down, on ne va pas avoir « Fnac ne répond pas », on n'aura rien, c'est ignoré. Aussi, un point clé, comme je disais, ça a été l'entraînement de Dialogflow. Notamment sur la détection des produits. Donc, ce qui se fait en général, c'est le fait d'uploader son catalogue en entier dans des listes d'entités, c'est possible, mais c'est limité à 30 000 éléments, et la Fnac, il y a beaucoup plus que 30 000 éléments dans le catalogue. Donc là, on a dû faire beaucoup d'entraînement, et en vrai, on n'est pas arrivé à quelque chose de satisfaisant. Donc on a rajouté en plus des filets de sécurité dans le code pour, en fonction du contexte, récupérer, on va dire, des potentiels noms de produits. Surtout que les noms de produits, quand c'est un nom de film qui correspond à une phrase de chez nous, ça rend les choses plus compliquées. Aussi, donc là, ça va faire un rapide lien avec les présentations précédentes. Il faut vraiment faire tester au plus de gens possible. On pense vraiment avoir tout couvert, et il y aura toujours quelqu'un qui va formuler un intent d'une façon totalement inattendue, et ça ne va pas marcher. Donc la transaction, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas trop customiser le template, c'est pas très grave. Ce qui est dommage, c'est donc aussi le support d'iOS qui est assez médiocre. Le flow de soumission qui est quand même assez compliqué. On ne supporte pas le check des CVC, donc c'est le petit numéro qui est à l'arrière de votre carte bleue. C'est dans le pipe de Google Assistant, mais alors c'est vraiment pas pour tout de suite. Ce qui peut causer certaines limitations dans le cadre de l'achat. Par exemple, avec la Fnac, on est obligé de limiter les montants maximum d'achat. Et la transaction à la voix, donc pour information, maintenant, elle se fait sur téléphone. Avant, ce n'était pas possible, mais toujours pas sur Google Home. En gros, ça sera bloqué. Donc là, j'ai arrêté les 40 minutes, donc je vais aller assez vite parce que c'est des choses que j'ai déjà dit. On peut soumettre donc, son application via Action on Google. Donc il faut bien veiller à avoir les bons paramètres tout de suite. Il faut bien revérifier tous ces paramètres parce que parfois il y a des nouveaux paramètres qui peuvent apparaître, qui sont obligatoires et que vous n'aviez pas remplis précédemment. Et il faut bien vérifier ça si vous déployez de façon assez régulière. Donc il y aura des mystery shoppers, ça va être vraiment des utilisateurs lambda qui vont tester votre application et qui vont procéder à une transaction. Donc il faut bien veiller à ce que votre flow soit très clair. En gros, faites-le tester à votre grand-mère. Les paiements solutions, donc ça on l'a déjà vu. Et donc, petite conclusion, qu'est-ce que c'est qu'on va faire? Alors là, on est en train de migrer de la version 1 de Dialogflow à la version 2, parce que depuis que je l'ai développé, il y a déjà une V2 qui est sortie, et la V1 sera plus supportée en mai 2019. Donc on est en train d'intégrer ça à notre plateforme. On intègre aussi des nouveaux intents et des nouveaux flows.
Donc c'est assez pratique d'avoir un projet Dialogflow dédié. On est en train de sortir des nouveaux pays et des nouvelles langues, donc ça aussi, ça a été un sacré truc, parce que les mêmes possibilités ne sont pas activées dans tous les pays. Donc ça a été assez complexe. On va aussi intégrer ça dans Messenger. Et bon, on essaye en permanence de recueillir les remarques des utilisateurs pour améliorer ce flow qui, malgré nos milliers et milliers de tests, est très très loin d'être parfait encore pour le moment. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, c'est le moment des questions. Merci, Marie. On peut l'applaudir, parce que c'est technique. Hein, ouais, et encore, je l'ai allégé. Non, mais c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent en savoir plus? Monsieur. Moi, je voulais... Bonjour, Bonjour. merci. Je voulais savoir combien de temps vous aviez mis et combien de personnes vous avez pris pour sortir la V1. Alors, globalement, la V1, c'est moi qui l'ai faite toute seule. Maintenant, j'ai d'autres devs qui bossent dessus. Alors, à l'instant T, maintenant, s'il fallait le refaire, je pense qu'il faudrait peut-être, on va dire, 2 semaines d'un dev senior. Mais au moment où on l'a mis, on a vraiment parfois passé... Je pense qu'on a mis 2 mois, parce qu'on a vraiment débugué en direct avec des développeurs de Google. En gros, il y avait des templates dans la doc qui n'étaient plus valides. Donc j'étais en direct avec un mec qui avait ses logs chez Google et qui me disait d'essayer de rajouter une ligne dans un template. Donc ça a été assez douloureux, on va dire. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Bonjour, merci pour cette conférence. Quel est le retour de la FNAC vis-à-vis de tout ça? Est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent en nombre satisfaisant? Est-ce qu'ils avaient des objectifs vis-à-vis de ça? Voilà, après tout ce travail, est-ce que ça a servi à quelque chose? Bon, alors là, on rentre dans un truc un peu plus business. Je vais répondre avec, on va dire, mes connaissances de technique à moi. En termes d'utilisateurs, donc déjà, on l'a sorti, on va dire, de façon assez silencieuse au début, notamment parce que c'était vraiment, on va dire, une forme de bêta aussi de Google de la transaction en France. À l'heure actuelle, des gens qui la trouvent de façon spontanée, c'est extrêmement rare. Là, on l'a sorti au printemps, fin du printemps, et on a seulement commencé à le présenter aux vendeurs il y a 3 semaines, parce qu'en gros, la FNAC attendait vraiment que ce soit rodé et que ça fonctionne correctement. Après, l'objectif qu'ils avaient derrière, c'était pas vraiment du chiffre, c'était vraiment de la démo pure. C'est montrer qu'ils étaient présents sur les assistants virtuels vocaux. C'était montrer aussi pour Google et pour la FNAC qu'il y avait, on va dire, une forme de concurrence tout simplement à Alexa qui a attaqué le marché très récemment. Donc c'était vraiment ça, en fait, c'était montrer on est là, on est innovant, les gens n'ont pas encore adopté ces usages, mais regardez, nous on l'a fait. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'ils vont les adopter bientôt? Vous voyez ça quoi, dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Alors, il y a plusieurs degrés. En gros, les assistants virtuels, dans mon équipe, on a tous intégré plein d'assistants virtuels chez nous, et on les teste sur nos amis, notre famille, etc. Et ce qu'on a constaté, c'est vraiment une adoption très simple par tout type de personnes. Donc typiquement, j'ai un collègue qui a des beaux-parents qui vivent chez lui, il a des enfants de 2 et 4 ans. Et en fait, tout le monde, même les tout petits, comme les personnes plus âgées, ont tout de suite bien intégré. Et tout ce qui est IoT à la maison, OK Google allume la lumière, OK Google lance le home cinéma, OK Google quel est le prochain bus qui passe, ça c'est vraiment très 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 bien rentré dans les mœurs. Après, l'utilisation des applications comme celle-ci, ça démarre tout juste, mais nous, notre vision, c'est qu'à un moment donné, ça va vraiment devenir, on va dire, un réflexe, et ne pas avoir son application sur des assistants virtuels, ce sera un peu comme, comme maintenant, ne pas avoir son site web, tout simplement, ou sa page Facebook. D'accord. C'est bon? Bon, bah écoutez, on va se retrouver à 14h. Là, c'est la pause déjeuner. À 14h, c'est Pinterest, avec une appli qui tue à l'intérieur de Pinterest. Je vous conseille de la retélécharger, juste au moins pour la conf, qui est de la recherche visuelle, et ce qui va nous expliquer. Pour ma part, j'ai été bluffé, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Merci beaucoup, Marie Terrier. Merci. On se retrouve à 14h ici.